Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Alors, après 2 semaines de mondiaux magnifiques en Slovénie, retour aux affaires courantes pour nos biathlètes avec une première semaine de Coupe du Monde sur le site de Nové Mesto en République tchèque. Les résultats, nos analyses, la course au gros globe, nos bleus et les échéances à venir, nous allons débriefer tout ça ensemble. À mes côtés pour débattre justement de tous ces sujets, Aurélie, Romain, Émeric. Salut les amis, comment allez-vous ? Salut Damien. Ça va très bien. Salut, ça va bien. Bon, parfait. Émeric, tu nous as préparé de belles stats ? Comme toujours. On peut te faire confiance. Alors, au programme, aujourd'hui, tout d'abord, on reviendra sur les résultats de la semaine, la première semaine tchèque. On évoquera ensuite la course au gros globe. Place au bleu, bien évidemment, on reviendra sur la semaine de nos tricolores. Ensuite, on évoquera le programme de la semaine prochaine. Les biathlètes restent à Nové Mesto. On fera également un point sur le programme de la dernière étape des Big Cup qui aura lieu également cette semaine. Et enfin, un petit point vite fait, rapide, on expliquera pourquoi, sur les championnats du monde jeunes et juniors qui ont vu une véritable razzia de nos bleuets. On aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce podcast. Programme chargé donc, encore une fois, ne perdons pas une minute. C'est parti pour ce nouveau numéro de biathlon en live. Jingle. Et on commence donc avec les résultats. Émeric, on t'écoute. Alors, on a commencé ce premier week-end à Nové Mesto par des relais dames et relais hommes. Chez les dames, ce sont les Suédoises qui se sont emparées de la victoire et du globe. La France a terminé 3e. Chez les hommes, l'Allemagne a mis fin à une disette d'un petit peu plus de 4 ans en s'imposant donc sur ce relais homme. La France a terminé 5e. Et le globe est lui revenu à la Norvège, sans trop de surprise. Ensuite, on a eu le droit à des sprints, qui ont vu la victoire de Thierry Lecoff et la grande première de Simon Détieux, qui remporte sa première course individuelle en carrière. S'en est suivi des poursuites pour clôturer ce week-end. Alors, on a vu chez les dames le nouveau doublé, parce que c'est pas le premier pour Thierry Lecoff, et chez les garçons, la victoire de Tarjei-Bø. Merci Émeric. Allez, on passe à notre deuxième sujet, la course au gros globe. Alors, une fois n'est pas coutume, on est à moins de 2 étapes, à 2 étapes même précisément de la fin de l'année. Donc, on va d'abord, avant de débriefer cette course, on va d'abord faire un point sur les classements. Et, encore une fois, c'est Émeric qui s'y colle. Eh oui, encore moi qui m'y colle. Donc, chez les hommes, aux 2 premières places, on n'a pas eu de changement. Donc, Johannes Bø toujours en tête avec 955 points. Devant Sturla Holmgren à 922 points. 3e place, c'est désormais Tarjei-Bø avec 763 points. Notre premier tricolore, Quentin Fillon-Maillet, 4e avec 752 points. Du côté du classement virtuel, Johannes était à -5 avant ce week-end, il est désormais à +2. Chez les dames, Thierry Lecoff a augmenté et pas qu'un peu son avance sur ses concurrentes. Elle pointe désormais à 923 points. Martelsbou, 2e, 843 points, donc 80 points d'écart. 3e, Anna Heuberg, celle qui a perdu le plus de points ce week-end, à 798 points. Du côté du classement virtuel, donc Thierry Lecoff était à plus 83 sur Marthe et plus 76 sur Anna. Elle a désormais environ 120 points d'avance sur Marthe avec 882 points, 763 points pour Marthe et 742 pour Anna. Côté tricolore, la première française, toujours Anaïs Chevalier, qui est 7e avec 588 points. Merci Émeric, on fera un petit point d'ossard bleu à la fin de ce sujet. À part le relais, aucun petit club attribué encore en course individuelle ? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il y a les individuels. Les individuels, bien évidemment. C'était pendant les mondiaux déjà. Ouais. Voilà, pendant les mondiaux. Mais évidemment, des petits clubs peuvent tomber déjà dès la semaine prochaine. Ok. Bon, alors, honneur aux dames. On va commencer avec les filles. Une question que je voulais vous poser, toute simple. Est-ce que Thierry Lecoff a définitivement assommé la course au gros globe, on vous le rappelle, à 2 étapes de la fin de la Coupe du Monde? Je vois mal comment ça pourrait lui échapper.
Comme disait Emmerich, elle a 120 points d'avance en retirant les 4 plus mauvais résultats. Il reste 5 courses. Il faudrait vraiment un gros retournement de situation pour que Thierry Lecoff laisse échapper ce gros globe. Et en plus, elle est dans une telle dynamique ça va être compliqué d'aller chercher, même si Marthe Holzbourg-Rosland s'est fait un peu la cerise là sur la poursuite de dimanche. Mais bon, ça sent bon quand même le premier gros globe en cristal en carrière de Thierry Lecoff. Vous êtes d'accord avec Romain ? Ouais, je suis d'accord avec Romain. Elle est quand même dans un bon flow là. Ça marche bien. Elle doit avoir la confiance qu'il lui faut. Je vois mal aussi comment elle pourrait foirer au point de perdre la course au gros globe. Sachant qu'Emmerich elle pourrait se contenter, même pas forcément de gagner toutes les courses là, avec l'avance qu'elle a, elle peut aussi jouer placé quoi. Non, elle a pas besoin, il lui suffit de 182 points pour remporter le gros globe de cette saison. Bon, ça sera pas fait officiellement, enfin en tout cas mathématiquement le week-end prochain. Ouais. Quoique si... mathématiquement c'est pas possible, il n'y a que 2 courses individuelles. Points, ouais. Mais c'est surtout la contre-performance de Anna Heuberg qui m'a sauté aux yeux ce week-end. On l'a pas vu. Elle a eu par moment pendant la saison des passages à vide, mais à ce point-là, finir 36e sur le sprint, c'est son plus mauvais résultat de la saison, et ça m'a quand même assez interpellé. Marthe, elle fait pas des places trop mauvaises, 7e et 3e, mais au début de saison, j'avais clairement pas parié sur Thierry Lecoff la plus régulière, et puis finalement, elle me fait bien mentir, et elle semble se diriger tout droit vers son premier gros globe de cristal cet hiver. Alors pareil, je me souviens d'une question d'un auditeur en début de saison ici, où vous m'aviez demandé la question, est-ce que Thierry peut encore croire au gros globe ? Et il me semble avoir répondu, ça va être difficile. Je reviens sur ce que j'ai dit. Mais je crois qu'on était tous plus ou moins d'accord. Ouais. À quelque chose près. Et je pense qu'Anna Heuberg et Thierry Lecoff se sont croisés en fait, où Anna a commencé très fort et est partie sur une piste plus descendante pendant que Thierry n'a cessé de monter. Et finalement, je pense que c'est Thierry qui gagnera au final. Anna Heuberg, Romain, qui est donc on peut le dire, la grande perdante du week-end et qui perd tout espoir de remporter le gros globe cette saison. Ouais, carrément. On la sent quand même sur un fil depuis quand même quelques semaines. Elle était toujours là, placée, mais on sentait que ça pouvait lâcher un moment ou un autre. Et ça a lâché ce week-end et ça fera pas de gros globe de première place cette saison, mais bon. Ça s'améliore quand même d'année en année pour la Suédoise qui se positionne toujours un peu plus près de cette course au général. Mais ouais, c'est un week-end frustrant pour Anna Heuberg qui avait pourtant bien commencé avec la victoire sur le relais dames avec ses coéquipières. Mais là, elle a laissé passer sa chance définitivement pour le gain du gros globe. Un peu d'orgueil quand même sur la poursuite. Elle remonte à la 13e place, malgré 3 fautes quand même. Elle avait pourtant mal commencé sa course et elle a finalement bien tenu la distance. Elle est bien remontée sur la fin, mais bon, malheureusement, ça ne sera pas suffisant face à une Thierry Lecoff de gala. Donc si je résume bien vos positions, donc Thierry Lecoff, indéboulonnable, qui va certainement remporter ce gros globe à la fin de la saison. Il y a même de fortes chances qu'elle s'en rapproche, alors pas définitivement comme le disait Emmerich, il n'y a que 2 courses individuelles, mais qu'elle cadenasse un peu les choses dès cette semaine à Nové Mesto. Ok pour les dames, on va passer aux hommes. Donc là, Norvège, pour ne pas changer, du moins pour le gros globe. On parlera de Simon Détieux, bien évidemment, dans le prochain sujet. Johannes Bö, il a mal commencé sa semaine sur le sprint, sa semaine individuelle. Il a perdu des points sur Sturla Grid, mais il s'est refait la cerise sur la poursuite. Et puis ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est Akiper gagne, c'est-à-dire qu'il fait une mauvaise place sur le sprint, mais ça rentre dans ses moins bons résultats. Vous me dites si je me trompe. C'était même son plus mauvais de la saison. Voilà, une 12e place, ça permet. Et même, j'avais sorti, il me semble, la statistique à Romain Aurélie, il me semble que c'était son plus mauvais résultat depuis mars 2019. C'est ça.
Donc depuis Les 2 ans. Mastart, la Mastart des mondiaux d'Ostersund, ouais. Eh ben dis donc. Il était jamais sorti du top 10 depuis. Ouais, et pourtant, il a toujours l'ombre de son coéquipier derrière lui. Hein. Tu peux nous rappeler l'écart, Emeric, s'il te plaît, au général et virtuel? Alors, général, actuellement, ils ont 33 points d'écart. Ouais. Mais au classement virtuel, il y en a plus que 2. Plus que deux. En faveur de Johannes. Oui, en faveur de Johannes. Donc, une goutte d'eau. Allez, Oula, oui. ce que je vous propose, c'est de vous mouiller. Hein. On va pas pour débattre là-dessus. Qui va gagner le gros globe chez les hommes? Aurélie. Moi, je dis Johannes quand même. Johannes. Je sens sur la comment on dit en français? Moins solide. Il est moins solide qu'il l'ait pu être en début de saison, même s'il reste très très bon. Et je pense que Johannes va se rattraper en champion qu'il est sur la fin de saison. J'espère. Romain. Ouais, Johannes Beu à l'orgueil, je pense que cette poursuite-là, ça va lui faire le plus grand bien pour Johannes Beu, parce que c'est clair que s'il passe à côté, là c'était vraiment je veux pas dire la descente aux enfers, hein, mais c'était quand même une spirale vraiment très négative pour Johannes Beu. Hein. Pour ceux qui regardent le biathlon sur la chaîne d'équipe, on a entendu le discours de son coach Siegfried Mazet. On le sentait qu'il n'était pas forcément très positif pour son biathlète. Hein. Généralement, devant les caméras, on peut être un peu plus positif que ça. Enfin, on essaye de cacher certaines choses, et on voyait très clairement que Siegfried Mazet, il était honnête, il disait que Johannes Beu n'était pas forcément dans les meilleures dispositions, et il a parfaitement su rebondir après une entame compliquée sur le premier coucher, et je pense que ça va le relancer, et on sent que sur le ski il est large au-dessus là sur cette fin de saison. Et voilà, pour moi, on sent peut-être un peu sur là un peu émoussé là sur cette fin d'hiver. On voit que quand le tir passe pas comme dimanche, il y a quand même il y a que 2 fautes je crois, mais face à un Johannes Beu de gala, c'est Sur très le compliqué. sprint, il y a qu'une seule faute. Hein, Ouais, mais sur la je crois, poursuite. sur le sprint. Je parlais. Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, il est bon. Mais, Moi, je trouve. mais Ouais, vu- mais il a tourné au Ouais. relais, moi je l'ai vu en interview, je l'ai pas vu après le sprint, mais je l'ai vu beaucoup aux mondiaux. Et par contre, c'est vrai il faisait déprimer quand même, Johannes. On voit ça lui a mis un coup au moral quand même. Le mental a dû prendre un peu. Je suis contente qu'il ait fait une belle poursuite, justement pour revenir un peu dans le match. Et je pense qu'il est un peu inquiet vis-à-vis de son tir. Je pense qu'il est pas serein. Emmerich. Eh ben, moi, pour pas faire comme vous, je vais mettre une pièce sur ce tour-là. Ok. Je mise sur sa régularité au tir pour le sauver jusqu'à la fin de l'hiver. Et Sachant que ça va pourquoi pas peut-être se jouer sur des détails, hein, vu le faible écart qu'il y a eu. Hein. Ah bah clairement, 2 points d'écart virtuellement, ça peut que se jouer sur des détails. Et ça serait beau de le voir réaliser une performance quasiment égale à celle de... On en parlait déjà, il me semble, il y a 2 semaines, à celle de Tarier qui a remporté son premier gros globe de cristal quasiment sur sa première saison pleine en Coupe du Monde. Mais, Ça, je vais un vous. peu un hold-up quand même. Mais ce serait beau, sportivement, ce serait beau, oui, je suis d'accord. Je vais vous rejoindre, hein, mais sur les deux clans, hein, c'est-à-dire que je serais plutôt de l'avis d'Emeric, parce que moi je trouve pas si moussé que ça. Après, c'est le programme de fin de saison qui me laisse penser que Johannes, en serrant un peu la vis, va remporter ce gros globe, parce qu'il y a quand même 2 sprints. Bon, alors là, Sturla était devant Johannes la semaine dernière, mais bon, le sprint c'est quand même une spécialité pour Johannes. Il y a plus d'individuels. J'ai du mal à. Ouais, je pense que le calendrier est plutôt favorable quand même à Johannes. Et l'expérience aussi, sans doute, qui va rentrer en compte. Et l'expérience, bien sûr, bien sûr. Mais même si Johannes, sinon j'allais dire, est-ce qu'il a eu déjà besoin de se battre pour ce gros globe? Oui, il y a un an, oui, tout à fait. Oui. Sur la toute dernière course, Donc, oui. oui, mais il était dans la position du chasseur. Là, il est chassé. Alors, Oui, c'est une on position verra. qui est nouvelle pour lui. Avant, c'était l'adversaire numéro 1 de Martin Fourcade. Désormais, c'est l'adversaire des autres. Enfin, c'est le chassé. Et il est chassé C'est ça. par un Sturla Holmlagrid qui n'a strictement rien à perdre. Donc, la pression Sachant est sur Johannes Beu.
Sachant que sur une course à 2 tirs, il a, on peut le dire, hein, il a quand même une balle joker, Johannes, par rapport à ce tour-là. Et sur les courses à 4 tirs, on peut même dire 2, 2 minimum. Donc c'est vrai que tout ça réuni peut faire passer Johannes devant. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça s'annonce vraiment passionnant, cette fin de saison. Ouais. Entre les, Bah oui, parce que clairement, au deux. début de saison, on s'attendait à un cavalier seul de Johannes Beu cette saison, avec l'arrêt de Martin Fourcade. Et finalement, il y a toujours de la concurrence qui arrive. Et tant mieux, même si on aurait préféré un nouveau duel franco-norvégien. Mais là, ça reste quand même tout. Ça s'est un peu inversé entre les hommes et les femmes, du coup, où c'est plutôt généralement les hommes, c'était un classement plus clair et net, peut-être pas l'année dernière. Et les femmes, c'était quand même toujours un peu jusqu'à la dernière course. C'est vrai. Et je pense que cette année, ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse. Le seul suspense qu'on n'a pas, ça sera un Norvégien et une Norvégienne, mais on n'a pas encore le nom. Voilà. Mais en tout cas, bataille magnifique en perspective sur les 2 dernières étapes. Ok. Bon, on va clôturer pour le gros globe. On va rester quand même sur la Coupe du Monde en général. Petite question à vous poser sur cette première semaine tchèque. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu un relais allemand vainqueur et puis chez les hommes et puis une belle semaine allemande en général. La 3e place de Lisa Vitozzi sur le sprint à tourner autour. Le podium avec Tarjei Bø vainqueur. On adore toujours ces images de voir les 2 frères ensemble sur la boîte. Voilà. Question toute simple sur ces 3 moments-là, ou s'il y en a un autre que je n'ai pas cité, quel a été votre moment préféré de cette première semaine ? Alors entre ces 3-là, je pense que je vais choisir le relais allemand. Vainqueur des hommes, puisque ça faisait longtemps et ils ont eu des mondiaux qui étaient pas terribles, et c'était joli de les voir prendre le relais comme ça, contre toute attente. Ouais, puis un pari aussi sur le dernier partant, en mettant oui, Philippe Navrat. Voilà, ça a été, même si il est parti sans pression, on a toujours de la pression, mais il avait une belle marge quand même sur ses adversaires. Il a fait une belle course et puis. Oui, mais quand même, il a pas fait il est pas monté en Coupe du Monde de la saison. Non, c'est vrai. Ça en dernier relayeur. C'était un pari risqué, un pari gagnant, mais un pari un peu osé, oui, en effet. C'est ça. Romain ? Moi, ce sera le podium de Lisa Vitozzi. Ah. Je pense que ça fait plaisir à peu près à tout le monde de revoir l'Italienne sur le podium, qui se bagarre depuis 2 saisons, un peu dans le dur. Qui a été touché par la Covid-19 en début de saison, qui l'a fortement ralenti, s'est aussi reconstruit durant l'été, elle a révolutionné son entraînement, son tir, et on sent que c'est très fragile, elle fait beaucoup de craquantes, comme... on l'a vu sur la poursuite. Voilà, exactement. Il y avait aussi sur la poursuite des mondiaux, où elle a fait 10 fautes, ou je sais plus, elle avait fait aussi une énorme craquante aussi. Et non, c'est chouette de la revoir sur le podium, et on espère que ça va continuer dans ce sens pour l'italienne. Ça faisait depuis la poursuite de Contiolahti la saison dernière qu'elle n'avait pas fait de podium. Un an, quasiment. Et toi, Aymeric, quel est ton moment préféré ? Je vais pas choisir le podium, je vais partir sur la belle semaine allemande, sur laquelle il faut quand même enlever la performance du relais féminin qui a été exécrable, catastrophique. Ouais, 12e elles ont fait ? Ouais, 12e. Il me semble. C'est le pire résultat des Allemandes sur un relais en Coupe du Monde, égalé. Bah voilà. Mais au-delà de la place, c'était vraiment un relais très très moche. Ouais. Oui. En fait, elles n'ont pas été si mauvaises que ça derrière la carabine. Elles font 10 pioches. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est surtout qu'elles avançaient à rien sur les skis, quoi. Elles avançaient pas, je sais pas, j'ai pas suivi si c'était un problème de apparemment phare, non. Ou si c'était un problème de forme, mais oui, ça faisait de la peine à voir. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. De voir galérer comme ça. Puis, mis à part ce relais du coup féminin, il me semble que tous les top 6 des autres courses, on a au moins un Allemand ou une Allemande qui est présente. Donc, Bénédicte Doll termine 8e de la Mastart homme, je crois. De la poursuite. La poursuite, pardon, oui, la poursuite. Ouais, donc presque toutes les courses avec des Allemands dans les fleurs, ça a fait plaisir de les voir revenir. Ça faisait quand même un paquet de temps qu'ils étaient un peu moins présents sur le devant de la scène, donc c'est mon moment fort de la semaine. Donc pour vous, les podiums, c'est surfait,
On l'a habitué. carrément. C'est chouette aussi. C'est trop has-been. c'est chouette Voilà. aussi. Ouais, ça. voilà, on C'est démodé. en a trop vu. Non, après, c'est vrai que c'est toujours sympa de voir deux Ah frangins oui. ensemble Oui. sur la boîte, puis premier et deuxième, avec en plus Tarier qui est devant son petit frère. Hein, c'est arrivé que 2 fois, je crois, sur les 12 podiums qu'il y a eu en course. Ah oui. en course Ah ouais, donc c'est individuelle. c'est rare. Non, c'était chouette, mais j'ai pas osé le prendre pour pas être taxée d'être partisane norvégienne. Oh, puis il y en a marre des Mais, Norvégiens, faut le dire aussi. Hein. Mais ça me fait vraiment plaisir. Enfin, comme ça m'aurait fait plaisir de voir les frères Fourcade plus souvent sur le podium ensemble, des choses comme ça. C'est des choses qui sont chouettes quand même. D'accord. C'est En clair. attendant, bientôt les frères Claude. Ok. Voilà. Eh bien, en parlant des frères Claude, hein, place au bleu. On va passer sur la troisième partie de notre podcast. Eh bien, on va commencer par le bleu de la semaine. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de discussion. Hein. Le bleu ou la bleue, hein, tout confondu. Simon Détieux, hein, première victoire individuelle hein, depuis le temps qu'il a cherché. Hein. Il est vraiment dans une dynamique incroyable. Hein. On se souvient de sa médaille d'argent sur le sprint également aux mondiaux. Il confirme hein, sur la poursuite avec la médaille de bronze. Bon, on va pas s'enflammer. Hein. Il revient. On va pas faire comme nombreux podcasts les plus connus, hein, où on descend aussi vite qu'on remonte. Mais est-ce que vous pensez qu'avec Simon, c'est la preuve qu'il peut revenir fort sur une saison entière, pourquoi pas dès l'année prochaine, quoi. Je sais pas. Voilà. On sait jamais J'ai avec répondu. Simon. Non, mais c'est super de voir Simon faire voilà, un super week-end. Mais après, sur une saison entière, c'est totalement différent. Hein. Il a déjà quand même, il a fait 2 top 6 au général, je crois, les 2 dernières saisons, non? Oui, c'est sûr que il fait partie des meilleurs biathlètes mondiaux depuis quelques années. Après, de là à jouer aux avant-postes, le globe, c'est difficile. Hein. Enfin, on sent comme il y a une hiérarchie qui est installée devant hein, avec USBE, un nouveau Sturla Grid. Je sais pas, franchement. Quentin Après, il a 29 ans déjà, donc il est pas non plus en fin de carrière, mais à 29 ans, ça paraît compliqué d'encore aller chercher plus loin dans ses ressources pour aller chercher Johannes Beu, un futur Sturla Grid, Quentin Fillon-Maillet qui a 1 an ou 2 de moins que lui. Tout reste possible, hein, c'est le sport, c'est la beauté du sport et notamment du biathlon, où on peut avoir d'énormes retournements de situation. Mais de là aller chercher Alors gros, non, Une j'ai pas première parlé place de gros au globe général. non plus. J'ai dit la question était peut-il revenir fort sur une saison entière? Voilà. C'est- Alors, c'est fort pour jouer des podiums sur toute une saison peut-être. un peu que comme il ça l'a va être été, un ouais. peu comme il l'a été les 2-3 dernières saisons en fait, hein, où il était quand même assez régulier quoi. Là, il a loupé. Il l'a dit en interview. Hein, il a manqué son début de saison jusqu'au fait hein, de fin d'année. Par contre, à partir de janvier, d'Oberhof, ça allait beaucoup mieux et ça se voit. Enfin, il a retrouvé son ski aussi. Ça, c'est peut-être ce qui lui manquait. Il avait des temps de ski peut-être un peu plus moyens que d'habitude. Là, ça va assez vite quand même. Ouais, se refaire une place dans les 5-10 premiers du général, je pense qu'il en est tout à fait capable. Hein. Si on reste voilà, depuis le début de l'année 2021, je pense qu'il est clairement dans le top 10. Il paye son début de Dans le saison. Gotha. Voilà, il paye un peu son début de saison poussif. Mais je pense que oui, si il peut retrouver sa régularité, on sent quand même qu'il a la capacité de le faire et c'est oui ce qu'il a réalisé ce week-end. On espère qu'il pourra le reproduire les 2 prochaines semaines, les 2 derniers week-ends là et clairement oui, il est pas fini. Hein, il a 29 ans, il a encore de belles années devant lui Et puis sa troisième place hier sur la poursuite, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve assez forte. Parce que, mine de rien, la meute était lâchée derrière lui. Bon, Johannes, il a rien pu faire, hein, il s'est fait enrhumer. Mais il a réussi à tenir tête à 5-6 gars. Enfin, c'est du Simon comme on a pu le voir, quoi. Battant, quoi, justement, quoi. C'est peut-être ce qui Un peut gros donner finisher. voilà, un signe. Et il a, bon, comme sur le sprint, hein, il a très bien fini, mais c'est un signe plutôt positif. Il a retrouvé cette capacité, quoi. Donc, Il a fait un joli dernier tour, en effet. C'était bien et c'était pas gagné. non, c'est vrai. Juste pour appuyer avec quelques petites stats. Donc cette saison, il a 7 top 10. La saison dernière, il en a fait 13. Et la saison d'avant, il en a fait 17. Mais, bon, il a déjà une victoire qu'il n'avait jamais fait avant. Mais il a déjà autant de podiums que la saison dernière.
et plus que la saison d'avant. Et puis il va pouvoir aborder la fin de saison sans pression, voilà. Il est 12e Ça sera que du bonus. Ouais. Voilà, il est 12e au général, il peut terminer tranquillement. Mais c'est tout ce qu'on souhaite à Simon, affaire à suivre, on en reparlera les prochaines semaines. Toujours côté français, on reste avec les hommes. Pas de podium cette semaine pour Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. On va d'abord parler un peu de Quentin. Plus par rapport à sa place au général, est-ce que vous pensez qu'il a la capacité d'aller chercher la 3e place à Tarier-Beu ? Ah bah il Il est pas loin, hein. il est combien derrière? Alors Vous il pouvez rappeler est à 11 points. Non, oui, si, il est à 11 points en réel. En classement actuel. Et en virtuel, je sais pas par contre. Je sais pas. En virtuel, il est à plus 26. Il a 26 points d'avance sur Tarier ? C'est ça. Ah oui. Donc oui, je pense qu'il peut prendre une place au général. Voilà. Il a 710 et Tarier à 684. Et Tarier est même derrière Johannes Dalleux. Donc pour le moment... Dalleux qui a disparu cette semaine. Ouais, c'était la disparition totale. Donc Quentin, il fait quand même pas une mauvaise opération ce week-end, même si il n'est pas monté sur le podium. Il a fait une cérémonie des fleurs du coup là sur la poursuite hier, mais avec la contre-performance complète de Johannes Dalleux qui fait il a grillé 2 de ses jokers, là 2 de ses plus mauvais résultats sont ce week-end. Ouais, il est carrément en capacité d'aller chercher cette 3e place. Tarier, il se paraît un peu moins régulier quand même que Quentin. Et moi je doute pas que Quentin va nous faire donc la passe de 3 avec une troisième place en 3 saisons. On compte sur Quentin pour ne pas avoir un nouveau podium au général, plus un autre Norvégien. Oui. Voilà, c'est le dernier espoir du monde entier. Voilà. Romain, tu le vois finir 3e, Quentin ? Ouais, je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. On sent qu'il est bien à ski. En plus, ce qui est dommage, c'est que il y a toujours cette petite balle en trop dès le début de sa course. Il se pénalise dès le début. Ah oui, c'est et vrai, ensuite, c'est vrai. ensuite, il fait une belle course, mais il commence toujours avec une faute en trop et voilà, il passe toujours à une balle du podium, de la victoire, et c'est ça qui reste très frustrant pour Quentin. Hein. Il est toujours frustré, ouais. Voilà, mais ce qui prouve qu'il a quand même de la ressource, parce que quand on se loupe comme ça dès le début, c'est toujours un peu compliqué de se reprendre. Lui, il y arrive, quoi. Malheureusement, voilà, il en paye les pots cassés en fin de course, mais bon, il y a quoi ? Il y a deux poursuites, une mass start. Quentin, il aime bien ce format-là. Bon, Tarier aussi, il l'a montré hier. Ouais. Donc on va suivre ça de près. Son compère Émilien Jacquelin, alors encore une autre histoire, il y a une histoire par semaine avec Émilien. Émilien et sa carabine, on en a largement entendu parler. Petite question que je voulais vous poser, alors il n'y a pas d'animosité, mais est-ce que pour vous ces problèmes de tir c'est plus lassant ou incompréhensible ? C'est quoi votre sentiment par rapport à ça ? D'un point de vue d'un spectateur, d'un suiveur, je parle, on va pas parler technique. Lassant, je dirais pas, parce que ça fait pas non plus 150 ans que ça dure, c'est récent, ça dure que depuis, ça arrivait que depuis les mondiaux. Non, pas lassant. Je dirais donc plus incompréhensible. Je pense que même lui, j'ai dans les interviews d'après-course du relais, il y a Émilien qui disait qu'il ne comprenait pas d'où ça venait et que ça venait probablement de la carabine. Et son entraîneur, donc Patrick Favre, qui disait que lui, ça venait probablement plus d'Émilien. Donc, à voir. Surtout que, mais clairement pas lassant. Sur le sprint et la poursuite, ça a été réglé comme ça. Enfin, c'est étonnant. Et puis, il y a des tirs d'entraînement, il y a des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça peut se dérégler comme ça. Enfin, pas lassant, mais ça pose question, c'est sûr. On a l'impression qu'il avait lâché un peu mentalement. C'était étrange en fait comme situation, comme scénario. C'était vraiment bizarre. Ouais, je suis d'accord. Il se passe toujours quelque chose avec Émilien. Voilà. C'est ça qui est bien, au moins on s'ennuie pas. Non mais c'est vrai, on s'ennuie pas. C'est clair, on a cru sur la poursuite qu'il allait nous faire sa rafale totale sur le 3e tir. Il tire à une vitesse encore incroyable, il se place et puis malheureusement ça n'a pas passé sur le dernier tir. Bon, c'est pas trop une mauvaise semaine, hormis le relais pour Émilien niveau place. Il finit 2 fois derrière Quentin. 8 et 7, et Quentin il fait 7 et 6.
Voilà, donc. Je pense pas que ce soit une mauvaise semaine au niveau place ou même au niveau points, mais c'est vrai que je pense qu'il se pose des questions quand même. Je suis pas sûre que ce soit une bonne semaine au niveau mental et confiance en soi et sur le pas de tir en tout cas. Parce que c'est quand même un peu, quand Emilien arrive, c'est un peu comme, t'as quand même un peu le palpitant qui commence Oui, voilà. à s'exciter. Ouais, je sais pas. Bah, c'est sûr que par rapport à la saison dernière, je pense qu'il va être il s'attendait peut-être à un petit peu mieux quand même. Il avait fait 5e la saison dernière. Là, actuellement, il est 6e. Donc, il relargue. Bah, c'est qu'une petite place, hein. C'est pas non plus catastrophique. Mais je pense qu'il s'attendait peut-être un peu plus à aller catcher plus souvent, en tout cas, les biathlètes de devant, quoi. Ouais, et puis il y a une image qui a tourné un peu là après la mass start d'Antols, où on voit Emilien de dos, je sais pas si vous l'avez vu cette image, en train de toucher à sa carabine en skiant. Oui, je l'ai vu Il sur est la en train piste. de cliquer, Oui. hein, on voit. Vous l'avez vu. Ouais, sur la piste. Est-ce que c'est quelque chose, vous savez, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ça d'habitude de réajuster? On n'attend pas d'arriver au pas de tir pour le faire. Je préfère pas m'exprimer là-dessus, mais ouais, ça me dit pas grand-chose. Non, ce qui pourrait expliquer, ce problème aussi, ou sur la Mastart des Mondiaux, où en fait il a cliqué en skiant, ce qui est pas chose pas évidente. Et il a Donc, peut-être cliqué dans le mauvais sens, ouais, peut-être. Ouais, ou ça, Bah, lui disait que non, hein, mais bon. Oui, j'ai vu une interview où il disait que non, il était sûr d'avoir cliqué dans le bon sens. Après bon, je sais pas, mais je pense que c'est possible qu'il le fasse sur la piste quand ils ont les informations. Parce qu'il il fait en beaucoup de choses, direct Emilien, avec, sur la piste. Il contrôle, oui. il se retourne, Il chute. il Peut-être un peu clique. trop. Romain avait osé la comparaison avec le cycliste français Julien Alaphilippe, qui paraît quand il est à la vélo. Mais c'est un peu ça, ils font beaucoup de choses quand ils font du ski. C'est un peu le même style, hein, Ouais. de tempérament. Tant de qu'il se sportif. rapproche pas trop de Benoît Paire, ça va. Ouais. Non, Une carabine, ça coûte trop cher. Hein. Ouais. il balance la carabine quand le tir à... Ouais, me remarque, ça ferait de l'action sur le Ouais, pas alors, de et tir, puis mais... casser sa carabine Ça ferait en jaser en biathlon, Suède. ça serait pas très bien vu, je pense, du milieu du biathlon. Non, c'est clair. C'est pas comme les rockers qui cassent leur guitare ou les tennisman. Non, ça passerait pas trop. Ok. On va parler d'un dernier Français. Alors celui-ci, il est un peu dans le dur. Hein. C'est Fabien Claude qui avait fait un magnifique début de saison. Et puis depuis le début de l'année 2021, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une explication Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? C'est la pression du petit Ouais, frère. je sais Non, C'est ça. on en parlait. Alors, c'était quand? Il me semble que c'était sur les podcasts de Oberhof, si je ne me trompe pas. Et on se posait la question de savoir, à ce moment-là, si c'était pas lui, le Français, qui allait finir le mieux classé à la fin de la saison. Et on avait dit que c'était possible seulement s'il réglait ses quelques difficultés au tir. Et C'est ça, qu'il l'a pas Et réglé, et le problème c'est qu'il va moins vite aussi. j'ai depuis, l'impression. ouais, ça va de mal en pis. Au tir, c'est clairement pas ça. Il a refait que 2 top 10 depuis qu'on a dit ça. Et il a dégringolé pas mal au classement. Il est actuellement 18ème. Il a perdu encore une place ce week-end en faisant... Ouais. il est passé 2 fois hors des points. Hein. Et... Même sur les skis, ouais. hein, j'ai l'impression qu'il est moins. Qu'est-ce qui lui arrive, derrière, Ah oui, hein. sur les skis, parce que c'était sa force de début de saison, c'était Il est moins frais, voire ouais. même le Français le plus rapide. Il avait des meilleurs Mmh. temps que Parce que, Quentin ou Ouais, Emilien. clairement, finir 51ème avec 3 fautes, tu le mettais en début de C'est pas saison avec 3 habituel. fautes, il finissait peut-être dans les 20. Hein. Donc, ouais, on sent Bon, qu'il est après, dans une impasse c'est là. Fabien. C'est sa deuxième saison complète, c'est ça à Fabien. Ouais, comme ouais, cadre, ouais. ouais. C'est vraiment ça. Ouais, comme cadre, voilà. Bon, il y a peut-être une petite digestion à avoir. Il est parti fort en début de saison. Il a trop mangé de choucou, là. Ouais, oui, voilà, il a peut-être mal digéré. Non, mais il a les- peut-être les- perdu en dynamique aussi pendant les mondiaux, avec peut-être pas assez de courses, peut-être pas assez de compétition. C'est compliqué à analyser, mais il y a peut-être un peu de ça aussi. Ouais, puis c'est un sport. Simon Détieux le disait encore en interview sur la chaîne L'équipe. Disait aux gens, faut bien se rendre compte de la difficulté de notre sport. Alors, beaucoup de sports sont difficiles, mais ça demande d'être au top niveau, que ce soit sur les skis, derrière la carabine, en permanence, quoi. On n'a pas le droit à Et l'erreur. quoi qu'il en soit, sa saison est clairement meilleure que la saison dernière pour le moment. Donc, Oui. Qu'il fasse attention quand même
pour être au moins sur la dernière masse de la saison, hein, parce que Ouais. il dégringole Ouais. un peu. Bon, Il est après, actuellement il a un peu de marge, 19ème, mais- donc Ouais, oui, il a encore un petit peu de marge, mais il a quand même 150 points d'avance sur la 25e place, donc il devrait quand même faire partie de Oui, de la masse finale, ça- quoi. sauf oui, ça devrait le faire. Ok, donc pas vraiment d'explication, hein, peut-être une digestion d'une saison complète, hein, pour Fabien. Bon, on va clôturer les hommes, on va passer à ces dames. Alors, une semaine un peu mi-figue, mi-raisin, hein, pour les filles de l'équipe de France. Expression. Ça a bien débuté, avec un beau podium, hein, sur le relais, avec une troisième place. Et puis sur les courses individuelles, bah, ça a été un peu plus dur. Est-ce que cette première semaine tchèque, elle est un peu à l'image de la saison des filles, hein, tout simplement? C'est-à-dire des bonnes performances et des grosses contre-performances, quoi. Bah, c'est le chaud, le froid. Un coup, il y a de l'espoir. Après, on est déçu. Après, oui. Après, non. C'est, Elles nous font tourner la tête, nos bleus. C'est ça. c'est parce que, voilà, on va prendre un cas qui résume bien cette équipe de France. C'est Justine Breza, hein, qui a fait un très bon début de week-end, hein, sur le relais. Enfin, un très bon relais. Elle fait jeu égal avec Thierry Lecoff. Sur le sprint, elle est la première française, elle est 9ème avec un 9 sur 10. Et malheureusement, sur la poursuite, elle retombe dans ses travers. Patatras. Donc, c'est un peu ça, l'équipe de France féminine cette saison. C'est des sursauts et des déceptions. Voilà, ça va être ça jusqu'à la fin de saison, je pense. Hein. Beaucoup plus de bas que de haut, quand même. Ouais, et puis... Après, pour juste remettre en perspective sur ce week-end, il y a beaucoup de gros cadors du biathlon qui ont fait beaucoup de fautes aussi. Je pense à Douro où il y a quand même eu beaucoup de fautes, mais c'est vrai que Ouais. pour Justine ou même Julia, ça représente un peu toute la saison. Donc c'est vrai qu'on Après, peut pas non plus, ouais. les cadors là, on va dire, ont plus grand chose à prouver, tu vois, aussi. C'est, Oui, mais elles ont quand même fait Douro, elle a fait un 11 sur 20, non? elle a, Elle a fait ouais, elle a fait 9 il me fautes. semble qu'elle, ouais, elle a fait 9 fautes. C'est quand même, Dorothea Virer, c'était quand même la référence en tir, jusqu'à il y a pas longtemps. Donc ça remet un peu les choses en perspective sur le tir de ce week-end, mais quoi qu'il en soit, on peut pas dire qu'elles ont une bonne saison en général de toute manière. Bah, Et par juste- Anaïs juste- Chevalier, quand même. Voilà, Anaïs Chevalier fait Oui. une belle saison, mais Anaïs Chevalier, elle l'a dit encore en interview, hein, elle était énervée contre son tir, hein, elle l'a répété plusieurs fois. Et justement, ce problème de tir en équipe de France féminine, il est pas nouveau, hein, on a l'occasion d'en parler, ça fait plusieurs saisons qu'il y a des petits soucis. Est-ce que vous pensez que ça puisse se régler un jour, quoi Bah, on attend que Lou leur montre la bonne voie. C'est ça. On va en parler de Lou très très rapidement. Non, mais ça finira par venir. Hein. Elles sont quand même en progression par rapport à la saison dernière et celle d'avant au niveau des moyennes de tir et du temps de tir. Et bon, Julia, Justine sont encore jeunes. Ça va venir, on le répète, C'est vrai, on l'a fait c'est que le important- répéter c'est cet important de le hiver. rappeler à chaque fois, ouais. Ouais. Mais après, moi, il y a un truc que j'arriverai pas à m'enlever de la tête, c'est ce top 5 que annonce jouer Justine en début de saison. Bah, franchement, elle en est vraiment encore loin. C'est malheureux à dire, hein, mais là, ça paraît très très loin encore. Hein. Allez, Anaïs Chevalier, Boucher, à quel rang déjà Elle est 7ème. Elle est 7ème, d'accord, donc bon, ça reste Ça un bouge bel pas trop. Ouais. objectif. Il y a le top Après, 6 bon, devant qui est bien voilà, établi. le top 6, Et derrière, c'est un peu compliqué, mais voilà. mais voilà, elle peut espérer cette 7ème place qui pour un retour après une année d'absence. Oui, serait- Ah, c'est clairement ouais, Oui, c'est un un sacré très très comeback. bon retour de maternité. Hein. C'est sûr, Mm. c'est sûr. Et- Alors, oui, Romain. Non, et juste aussi pour les filles, par rapport au tir, faut aussi penser enfin, mettre en parallèle le cas Thierry Lecoff, qui, Oui. il y a 2-3 saisons, alors je vais pas dire ne savait pas tirer, mais était dans le même cas que les Françaises. Oui. Ça peut paraître fou, hein, quand on la voit aussi. Oui, et elle impériale. n'avait pas 22 ans. Oui, Thierry elle a Lecoff, 30 ans, hein, là, elle 30, était- ouais, ou Ouais. 30 ans. Elle a 30 ans, Elle a 30 ans, cet été. Enfin, elle aura 31 ans cette année, du coup. Mais oui, Tyrrell, c'était exactement la même chose. Et il y avait exactement les mêmes articles norvégiens sur Tyrrell, capable du meilleur comme du pire. Encore un tir catastrophique de Tyrrell les jours où ça allait pas. Et puis
la reine Tyrrell les jours où elle les mettait dedans. Et c'est vrai que c'est un peu pareil. Vite à ski, un tir instable. C'est un peu comme Justine et Julia. C'est un peu le même type. Sauf que Tyrrell, elle a 6 ans de plus. Donc peut-être dans 6 ans, ou dans 5 ou 6 ans, on verra Justine et Julia au top. Se battre à la Marthe et Tyrrell. Alors, Ça serait beau. Alors pour pas dresser seulement un tableau noir, hein, je l'ai dit au début, hein, il y a eu aussi ce podium sur le relais, Ouais. hein, arraché par Julia Simon, hein, qui a vraiment fait qui a fait sa spéciale, hein, on peut le dire. Et donc tir parfait, tir rapide et sprint. Hein. Bon, vous en pensez quoi de cette troisième place? Bah, prometteuse. Enfin, ça annonçait de bonnes choses aussi pour le week-end. C'est aussi bien après la déception cruelle, je trouve, des mondiaux, où elles avaient fait un sacré relais que malheureusement la glisse était pas là, donc c'était top de les retrouver là. Et encore, je pense que elle pouvait faire un peu mieux même sur cette course. Ah bah oui. Avec voilà. Il y a un tour de pénalité pour Anaïs Chevalier. Chloé Chevalier, ouais. Chloé, pardon, qui a remplacé sa sœur, ouais. Exactement, et non, c'était un beau relais même globalement, et c'était dans une bonne course des Françaises, et bon après ça a un peu soufflé le chaud et le froid sur les courses individuelles. Ah oui, une belle poursuite d'Anaïs Bescon aujourd'hui, enfin hier, pardon. Oui. La belle course française, ouais. Voilà, qui remonte qu'une vingtaine de places, hein, avec une seule faute. Elle remonte 18 places, c'est ça. 18 places. Passe de 26 à 8. Anaïs Chevalier, bon, elle fait quand même 10ème, donc on a 2 bleus dans les 10. Et puis la belle surprise aussi, côté bleu cette semaine, hein, c'est la petite nouvelle. Ah oui, voilà, Lou, qu'Emeric apprécie particulièrement. Lou Jean Monod. 2 courses, 2 fautes, c'est ça c'est ça, 2 fautes sur la poursuite. 2 fautes sur 30 tirs. Bon, qualifié pour la poursuite avec une 30e place, je sais plus, 35e 30e place, je crois. Voilà, 30e place pour une première course. Elle a tenu la baraque, la gamine, comme on dit. Ah oui, clairement. Elle est déjà à 17 points pour ses 2 premières courses. Il y a combien de biathlètes qui rêveraient pour leur première course en Coupe du Monde de marquer des points? C'est pas arrivé à grand monde, hein. Donc, puis elle confirme. Elle confirme sur la poursuite aussi, parce que c'est vrai que on sait jamais, hein, sur une bonne journée, un peu de chance, un 10 sur 10, mais 18 sur 20 sur une poursuite, c'est plus qu'honnête, quoi. Ouais, et puis son tir, on sent qu'elle est bien dans son tir, ça part bien. On se fait pas trop de soucis en fait quand elle arrive sur le tapis de tir, on se dit pas qu'est-ce qui va, comme avec Justine, on se dit pas autant ça peut aller tout dehors, autant que ça peut aller tout dedans. Là, tu sens que il y a une maîtrise quand même de son tir, même si elle est jeune et que ça a le temps de. Son point fort. Ça peut varier, hein. Mais c'est clairement son point fort. Hein. Oui, Aurélie. J'ai une question. Vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas de public, ce soit un plus pour les petits jeunes qui arrivent en Coupe du Monde? Clairement, je pense. Soit moins impressionnant, moins. À Nové Mesto, oui, ça peut jouer à Nové Mesto, oui. Ouais. C'est bouillant, hein. Ça ressemble vraiment plus à une Coupe IBU. Et que ce soit moins, parce que ça je l'ai lu souvent, que les jeunes qui arrivaient en Coupe du Monde, ils étaient impressionnés par le bruit sur le pas de tir, il y avait beaucoup d'impressions qui arrivent en même temps. Et du coup ça doit ressembler peut-être à plus qu'ils se connaissent de l'IBU Cup. Ouais, ça peut jouer, ouais. Peut-être positif. Ça peut jouer, après on peut mettre en parallèle les résultats des garçons, qui sont plus aléatoires quand même, des petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Il y en a pour qui ça a souri, d'autres ça n'a pas souri, alors peut-être que c'est un facteur... qui joue, hein, et puis il y a le côté, mais je pense qu'il reste quand même le côté impressionnant, elle l'a dit elle-même, hein, Lou, hein, que c'était la première fois de sa vie qu'elle allait skier avec Thierry Lecoff, par exemple, qu'elle allait la voir, c'était un rêve pour elle, quoi. Donc forcément, là, c'est une autre dimension, quoi. Ouais. Elle a quel âge, Lou, Emeric? Elle a 22 ans. 22 ans. Alors 23. Prochainement. 23. Enfin, en fin de l'année. 28 octobre. Vous la voyez rester dans le groupe féminin jusqu'à la fin de la saison, du coup, pour la 6e place? Ça dépend de ce qui se passe sur la dernière étape IBU Cup, je pense. On verra. Mais qui est dès cette semaine, en fait. Ouais, pour la dernière étape à Östersund la semaine suivante. Donc. Oui, d'accord, parce que tu parlais de l'étape IBU Cup. Ah oui, s'il y a des gros résultats en IBU Cup, tu veux dire cette semaine, ça peut. D'accord, ok.
Ok. Ça peut peut-être ouvrir quelque chose. Et juste Ouais. une stat Oui, Mike. sur Lou Jean Monod, cette saison au tir en eBay Cup, sur 200 balles, elle en a raté que 18. 91% de réussite au tir. Et ben voilà, C'est du une solide, hein. snipeuse Joli. Et c'est pas la meilleure des françaises en plus au tir, en eBay Cup. C'est Camille. Camille Bénet, 92% de réussite, et Paula Beauté, 93,3% de réussite. Bon. On a des Comme sacrées quoi, Les le tireuses. françaises en eBay Cup, elles tirent bien. Et ben ils en ont besoin hein, en équipe A de bons tirs, donc c'est ce qu'on souhaite hein, que ces filles quand elles monteront pourront poursuivre sur cette Elles montreront l'exemple aux plus vieilles. voilà exactement. Dernière Arthur là. Oh, oui aussi, voilà exactement. Dernière tricolore dont on n'a pas parlé, c'est Chloé Chevalier. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé ces derniers temps. Alors Chloé Chevalier est pareil, hein, un peu comme bon, toute proportion gardée, hein, comme Fabien Claude a fait un beau début de saison, et puis on sent que là depuis janvier c'est plus compliqué pour elle. Hein. Ouais, elle est sur, on va dire, un siège éjectable, hein, cette 6e place, j'ai l'impression. Enfin, 5e, mais on sent que si ça pousse derrière chez les jeunes, comme on a pu voir aux mondiaux, ça peut malheureusement vite. Ça peut descendre en EB Cup, mais ouais, on la sent. Enfin, on sent qu'elle est un peu plus à l'aise sur les skis, en tout cas, on la sent un peu plus puissante. Mais à vouloir gagner de la puissance sur les skis, elle en a perdu de la précision derrière la carabine qui était son point fort. Et malheureusement, c'est assez variable ses performances. Et voilà, elle finit 41e du sprint, 48e de la poursuite avec 5 fautes. Voilà, 5 fautes, c'est pas un résultat qu'à. En fait, ça Ouais. se passe bien jusqu'au sprint d'Oberhof, où elle termine 18e. Avec, en plus avec une pénalité, hein, parce qu'elle tirait bien, mais c'est vrai que le ski c'est un petit peu plus compliqué là, voilà. Et en fait depuis cette place-là, c'est. Bah derrière, le elle tir- rentre dans les le- points sur la poursuite et depuis plus rien. Mais c'est surtout qu'elle est enfin le tir est complètement déréglé quoi. Hein. Elle était même qualifiée pour la Mastart. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez à Orphilsen, hein, juste avant la trêve de Noël. Ouais. Donc bon, c'est voilà, c'est un peu. Il y a Ouais, quelque c'est- chose qui s'est passé en mal et ouais. Quoi? Je sais pas. Bon, c'est pareil, hein, c'est une saison entière à assumer, voilà. Hein. Donc, Oui, elle a 25 ans, Chloé, c'est ça, Ouais, je crois. c'est ça. 25, elle va avoir 26 au mois de novembre. D'accord, ok. Bon, eh ben, on termine, on clôture ce chapitre bleu. Je pense qu'on a bien fait le tour. Romain, maintenant c'est l'occasion d'annoncer le programme de cette semaine, hein, toujours à Nové Mesto, acte 2. Oui, donc on est déjà à l'avant-dernière étape hein, de l'hiver. Hein. Malheureusement, ça passe trop vite. On pleure. Ouais. Donc ça va commencer dès jeudi avec un sprint, le sprint masculin à 17h30. Hein, donc c'est bien pour les personnes qui travaillent, qui vont rentrer Ça du va être boulot apéro et biathlon, pour regarder la ça. course. Ouais, exactement. Et ce sera également la même chose pour les filles le lendemain, le sprint à 17h30 également. Vendredi. Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, exactement. Oui. Ouais. Jeudi et vendredi, C'est sprint ça. hommes et dames. Et ensuite, nous aurons donc le samedi des poursuites hommes et dames à 14h45 et 17h30. Et nous finirons le dimanche avec des relais mixtes. Alors, plus tôt. Je pense que c'est fait exprès pour que les athlètes puissent aller rapidement en Scandinavie pour la dernière étape. Donc, le relais mixte à 10h25 et le mixte simple à 13h45. Voilà pour le programme. Sachant que peut-être des biathlètes partiront dès le samedi soir, hein, pour ceux qui ne feront pas les relais. Ok, merci Robin. Il y a également, on l'a déjà évoqué, hein, il y a une étape d'IBU Cup cette semaine, la dernière. Ouais, déjà dernière étape d'IBU Cup, hein, saison très courte, hein, on le sait, le début de saison a été tronqué, donc qui avait débuté en janvier et ça se termine déjà cette semaine avec une étape à Obertillac en Autriche qui a accueilli les mondiaux juniors jeunes cette semaine, la semaine dernière, pardon. D'ailleurs, à la base, ça devait être à Valrillana, mais en raison du contexte sanitaire, finalement, l'IBU a décidé de délocaliser cette étape en Autriche. Ce qui fait, Romain, je pense aussi que pas mal de juniors sont restés sur place, en fait. Exactement, comme dont les Français. Hein, pour les côtés logistiques, alors, voilà, c'est ça. Quand on fait ce podcast, la compo française n'est pas encore sortie, mais Mia Claude, normalement, va remonter à Nové Mesto. Et donc, un programme chargé, riche, hein, qui va commencer dès mercredi avec des individuels courts, hommes et dames. Ensuite, le vendredi, nous aurons des sprints, tout comme le samedi, donc double ration de sprint.
Et C'est la fête du sprint. ça finira comme en Coupe du Monde avec des relais mixtes, mixte simple et mixte le dimanche, pour donc cette dernière étape Tibu Cup de l'hiver. Où se sera décerné l'Aéroglobe aussi. Voilà exactement ce que Au j'allais général. dire. Hein. Les lauriers seront donnés à ce moment-là. On fera un point sur le prochain podcast. On vous donnera ces résultats. Merci Romain. Alors avant de se Avec quitter, plaisir. on va pas rester trop longtemps sur ce sujet-là parce qu'il y a un podcast en préparation qui va être consacré. Mais on ne pouvait pas ne pas parler de la magnifique. C'était quoi, une dizaine mondiale, non? C'est ça Ouais, Une grosse dizaine. Une grosse semaine. Une grosse dizaine, voilà, mondiale de nos jeunes et juniors, hein, qui ont littéralement écrasé la compétition à coups de médailles d'or. Hein. Donc, je sais pas, Émeric, Romain, Aurélie, est-ce que vous vouliez juste dire un petit mot avant de développer ça davantage dans un podcast consacré? Sans trop vous spoiler, les Français, ils ont, comme tu disais, écrasé la concurrence. On a eu quelques certitudes, on avait des certitudes sur certains biathlètes qui allaient faire de bons résultats. Ils ont clairement confirmé. D'autres peut-être un petit peu moins, mais bon, côté français, c'était Radia. une campagne, une razzia, une campagne historique. Et La relève est là, les auditeurs, la relève est Et là. la relève, s'annonce très 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 prometteuse. Ouais. On n'a pas fini du biathlon français encore. On va encore en bouffer Ah, quelques années. Ouais, on n'a pas fini de vous enquiquiner avec ça. Ok, bon voilà, on n'en dit pas plus, hein, mais bien évidemment, hein, vous développerez tout ça dans les prochaines semaines. Eh bien écoutez, on va clôturer ce antépénultième podcast du monde. J'aime bien utiliser ce mot. Ouais, il est joli, j'aime bien aussi. Ouais, il est sympa. On se donne rendez-vous dès lundi prochain, hein, dans une semaine, pour un nouveau podcast. On débriefera le deuxième acte de Nové Mesto. Bien sûr, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Hein. N'hésitez pas à nous laisser votre avis, liker, partager. Vous en avez pris l'habitude maintenant pour faire écouter un maximum de personnes. Moi, je vais remercier Aurélie, Romain et Émeric pour leurs analyses toujours magnifiques et leur souhaiter une bonne semaine. N'en fais pas trop non plus. Hein. Voilà, bonne semaine à vous, hein. 2-3 jours de repos là avant la reprise de la Coupe du Monde, hein, donc faut être en forme. Et puis nous on se donne rendez-vous, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, très très rapidement pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt. Salut! À plus.